Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't. De tous les arts, la musique, c'est peut-être le plus redoutable qui soit, par sa capacité terrifiante de vous atteindre. Vous savez exactement de quoi je parle. Ce moment où vous mettez un titre, même sans y penser, et vous n'êtes plus là. Vous êtes ailleurs, dans une époque précise, avec une lumière précise, l'époque que vous ne pouvez plus toucher. Une nostalgie qui surgit, qui vous coupe en deux presque, déclenchée par de simples ondes sonores. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. On dit que la musique transporte une part d'âme de celui qui l'a créée. Ce quelque chose qui est en vous quand vous mettez en son, c'est peut-être une connexion avec la personne qui a créé la musique, qui a mis quelque chose de soi-même dans les notes. C'est beau, c'est peut-être vrai, sauf que de tous les arts, la musique est le plus abondant, le plus accessible, le rapport bouleversement émotionnel quantité-prix est simplement imbattable. Et c'est précisément cet art-là que l'intelligence artificielle s'est générée le plus naturellement. Le numérique fait désormais partie de notre vie quotidienne, on le sait, comme l'air qu'on respire, et dans cet univers du vrai et du faux qui se mélangent, la musique vagabonde, elle plane, elle coule de partout. La musique sans auteur ni compositeur, générée par une IA. Et vous ne le savez pas, personne ne vous le dit. Si, derrière la musique, il y avait quelqu'un, il y avait une âme. Terriblement frustrant, n'est-ce pas? Et c'est là où on va aller. Tout l'univers est nombre, et les sons suivent. La hauteur de note est proportionnelle à la longueur de corde. Plus la corde est courte, plus la note exprimée est haute. La musique est bourrée de ce genre de règles mathématiques. Et c'est probablement pour ça que l'intelligence artificielle sait générer la musique avec un rendu impressionnant. À tel point que la majorité d'auditeurs, 97%, ne savent pas distinguer les sons générés par une IA des sons faits par des humains. Mais apparemment, il y a quelque chose de commun aux sons générés. Et c'est pour cela qu'on arrive à les identifier. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Regardons d'abord ce qui se passe dans l'industrie musicale. Avant que nos vies ne basculent dans les serveurs de la Silicon Valley, le repérage se faisait à l'oreille et à la sueur. Les Swaji AR, l'acronyme pour artistes et répertoires, c'était des chasseurs de tête des labels. Ils allaient dans des petits concerts, recevaient des CD, des cassettes avec des sons et ils faisaient le repérage en écoutant tout ça à la chaîne. Ils se fiaient aussi à la presse spécialisée et bien évidemment à la bouche à l'oreille. En gros, c'était un métier d'instinct, de goût musical et de réseau. Mais attention, ils se contentaient pas de repérer l'artiste. En fait, ils le fabriquaient presque. Le label était la banque, le dictateur, le producteur. Vous aviez une belle voix mais vous étiez trop lisse, et ben on vous mettait une veste en cuir, on vous écrivait des textes de rebelles, et comme ça vous passiez à la radio. L'artiste était une sorte de matière première à partir de laquelle le label faisait un produit fini. Prenons The Beatles. C'est typique un exemple des mecs qui voulaient être punk, un peu rebelles, ils mettaient des blousons en cuir, ils fumaient sur scène. Et depuis qu'ils ont signé avec leur label, ils ont commencé à porter des chemises à fleurs, des cravates, ça n'a rien à voir avec le punk. Ou encore, pensez à Prince, qui, lors d'un de ses concerts, a écrit le mot « slave » sur ses joues pour protester contre les conditions contractuelles imposées par son label Warner. Et puis, l'internet est arrivé. Les plateformes comme Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Le discours de l'époque, démocratisation absolue. Plus besoin de label, tout le monde peut créer depuis sa chambre. Et tout le monde l'a fait. Désormais, nous avons une abondance terrifiante. 100 000 morceaux sortent par jour sur les différentes plateformes. L'instant des directeurs artistiques, des chasseurs de tête de l'époque a été remplacé par l'algorithme. C'est les plateformes qui dictent ce qui marche et ce qui marche pas. Il s'agit même pas des plateformes de musique, il s'agit des plateformes du genre TikTok, Instagram. C'est elles qui dictent quel morceau a le droit de vivre et d'être propulsé par les labels. La musique est devenue quelque part fonctionnelle. Des intros de 10 secondes pour que la vidéo ne soit pas skippée sur TikTok, ou encore de la musique pour se concentrer, de la musique pour courir. Bon, en gros, les labels n'attendent plus à ce qu'on leur envoie des démos, ils cherchent sur les plateformes les vidéos qui marchent. Les labels utilisent aujourd'hui des logiciels d'analyse des données. Le plus connu s'appelle Chartmetric. Ces logiciels scannent les titres quotidiennement. Et le logiciel alerte le AR, pour rappel, artiste et répertoire, donc le mec qui s'occupe de repérage, dès que la courbe s'affole. Concrètement, ce que recherchent les logiciels, et par hypothèse les labels. D'abord, l'intent rate, taux d'intention. Ils s'en fichent si le titre a été joué 100 000 fois par jour.
Ce qu'elle regarde, c'est est-ce que le titre a été sauvegardé pour être écouté plus tard, est-ce que le titre a été ajouté dans les playlists, ou est-ce que le titre a été recherché par le biais des logiciels du type Shazam. Et deuxième chose, c'est le cross-platform growth. Il suffit pas que le titre soit populaire sur Spotify, il faut qu'il le soit aussi sur la plateforme du type TikTok ou Insta. L'algorithme cherche une croissance simultanée. Que l'artiste soit écouté sur Spotify et que son engagement sur Insta soit élevé et qu'il explose sur TikTok. Et bah là, l'alerte rouge se déclenche. D'après mes recherches, TikTok est devenu la plateforme par excellence pour repérage des artistes. Près de 50% des AR disent l'utiliser en priorité. Un artiste n'a même plus besoin de créer un morceau complet. Il suffit qu'il génère 15 secondes de son et que ce son devient populaire et donc repris par plusieurs vidéos sur TikTok. Et ben, le label va contacter l'artiste dans la semaine et financer la production du reste du morceau. Donc l'idée du label, c'est de choper l'artiste pendant sa période de viralité, financer la fin du morceau en studio et de le sortir officiellement pour capitaliser sur le public déjà chauffé à blanc. Sounds like a plan. Prenez un artiste comme Aventis. Le genre, c'est Dark Country. Il compte 600 000 écoutes sur Spotify par mois. Sauf que Aventis n'existe pas. Sa voix, sa guitare, son style, tout a été généré par une IA. Et les artistes fantômes comme lui, ou encore comme le groupe The Velvet Sundown, il y en a des milliers. Dust on the wind, boots on the ground. Et je vous rappelle, 97% d'auditeurs ne distinguent pas la musique générée de la musique réellement composée. Mais comment ça se fait que la musique générée est aussi réaliste et qu'on arrive à un tel niveau de qualité sonore? On est d'accord, pour les arts visuels, on n'en est pas là. Excellente question. Et en effet, on a un gros manque de transparence. Et les studios et les artistes ne sont pas du tout OK. En 2024-2025, on voit les premiers procès judiciaires. Les majors comme Universal, Sony, Warner attaquent les studios de création d'IA comme Suno ou Udio en justice pour violation des droits d'auteur. Et bien évidemment, les artistes soutiennent les majors. Suno et Udio sont des logiciels d'intelligence artificielle générative les plus connus peut-être aujourd'hui dans le domaine de génération de musique. Et franchement, je vous invite à tester en version gratuite ces plateformes parce que c'est vraiment hallucinant à quel point les morceaux générés peuvent être réalistes et en fait, vous pouvez générer des trucs sur mesure selon vos prompts. Les labels affirment que pour générer les morceaux convaincants, Udio et Suno ont dû copier massivement des morceaux protégés par le droit d'auteur pour constituer les datasets d'entraînement de l'algorithme et qu'ils l'ont fait sans autorisation des ayants droit. La copie faite pour entraîner l'algorithme, c'est déjà une contrefaçon, même si la chanson générée n'est pas identique ou très similaire à un morceau préexistant. On se dit « fair enough ». Udio et Suno répondent « fair use ». En effet, aux États-Unis, il existe une doctrine qui s'appelle fair use et qui permet d'utiliser les œuvres pour le but de recherche, commerciale ou non, et surtout lorsque l'œuvre créée à partir des œuvres préexistantes est transformative, c'est-à-dire permet une expression innovante. En gros, le droit d'auteur est dominé par le droit d'innover. Donc dans notre affaire, l'utilisation des morceaux par Udio et Suno relèverait de cette doctrine fair use et du coup ne serait pas sanctionnable sur la base du copyright. Fin 2025, retournement de veste. Universal, UMG, signe un accord avec Udio pour créer un écosystème commercial sain. Il règle donc le litige à l'amiable et annonce le lancement d'une nouvelle plateforme licenciée en 2026 qui permettrait du coup la génération des musiques, mais par contre avec la rémunération des auteurs et avec l'autorisation des ayants droit. Entre-temps, il arrive un truc incroyable. Deezer lance un logiciel qui permet d'identifier les morceaux générés par IA. Et ça nous permet d'avoir des stats absolument hallucinantes. 60 000 morceaux par jour sont versés sur la plateforme Deezer et ils sont tous générés par l'IA. Janvier 2025, 10% des morceaux sur la plateforme Deezer sont générés par l'IA. Septembre 2025, 30% des morceaux. Et aujourd'hui, début 2026, 39%. Et vous vous demandez, mais pourquoi générer autant de bruit? Pour l'art, pour le plaisir d'écouter de la bonne musique? Mais bien sûr que non. Pour le casse du siècle. Car le modèle économique des plateformes le permet. Et ben là, on va creuser un moment. Spotify explique que selon son modèle économique, il paye les ayants droit selon leur stream share. Ça veut dire que si le catalogue d'un ayant droit fait 1% des streams d'un mois, il reçoit 1% du pot de royalties correspondant. Conséquence importante, tes écoutes, ton abonnement ne va pas à tes artistes, mais il va dans un pot commun d'abord. Et puis après, il est réparti entre les artistes selon les écoutes globales de tout le monde. Et ce n'est pas tout. Deezer a découvert que 85% des écoutes des morceaux générés
était aussi générée. Ok, du coup, des machines génèrent de la musique pour qu'elle soit écoutée par d'autres machines, des boîtes automatisées, pour récupérer l'argent des abonnements. Tout va bien. Deezer vient tout juste de vendre son outil de détection des morceaux générés pour que le reste de l'industrie puisse en bénéficier. Probablement, on aura l'accès à la transparence sur beaucoup plus de plateformes prochainement. Et je l'espère fort. Car pour l'instant, l'illusion est totale. Et le pire, c'est qu'au fond de nous, si la mélodie est bonne, on a de plus en plus de mal à s'en soucier.